Alors comme ça, Thierry Breton va rejoindre Bank of America en tant que membre de son conseil consultatif mondial. Et cette information montre à quel point ces gens sont vicieux. À quel point on se fout de votre gueule, mais à un niveau de dingue. Non seulement parce que la commission n'applique pas ses propres règles, donc c'est bon pour vous, mais eux font bien que ce qu'ils veulent. Deuxièmement, parce que derrière une nomination qui pourrait paraître anodine, on a quelque chose qui n'est absolument pas anodin. Et enfin que derrière cette nomination, on a probablement, c'est en tout cas mon avis spéculatif sur la question, un ordre de bataille qui est en train d'être déployé pour s'occuper de la grande affaire capitalistique de ces prochaines années, en tout cas à mon avis, qui est celle de la cession des parts de L'Oréal, des parts de Nestlé dans L'Oréal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Nestlé détient environ 20% de L'Oréal, valorisation de ses parts 40 à 50 milliards d'euros, donc c'est massif. Et cela fait des années que les actionnaires américains de Nestlé et de L'Oréal, alors chez Nestlé, les premiers actionnaires sont Vanguard, BlackRock, State Street, les habituels, poussent comme des ânes, notamment via des petits fonds qui viennent attaquer, qui sont faits spécialement pour ça. Ils poussent comme des dingues pour que Nestlé vende ses parts et puisse utiliser le cash pour, en gros, créer plus de valeur financière pour les actionnaires. Donc vous avez cet enjeu, encore une fois, à 40-50 milliards, c'est une affaire Alstom x10 qui est dans les cartons. Je vous rappelle que l'affaire Alstom avait permis de financer la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron, la première, en 2017. Bon, il y en a une autre qui se profile. Il faut trouver l'argent pour financer celle du successeur. À mon avis, on a ça dans les cartons. C'est très spéculatif, on va y revenir un peu plus à fond dans cette vidéo. En tout cas, chers amis, bonjour, je suis Guy de Lafortelle, je rédige le service d'information économique et financière L'Investisseur sans costume. C'est une chaîne YouTube que j'avais un petit peu délaissée dernièrement pour m'intéresser un peu trop à une radio que j'ai cofondée qui s'appelle Toxin. Mais me revoici début 2025, je reprends du service, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne, à commenter cette vidéo, à la partager, surtout parce que je n'ai lu nulle part ce que je vais vous dire aujourd'hui sur les détails de cette nomination, qui encore une fois peut paraître anodine, mais ne l'est absolument pas. Cette vidéo est importante, j'espère qu'elle ne va pas être trop longue. Je vais faire ce qu'il faut pour, en tout cas. Et donc, elle va se faire en 3 points. Tout d'abord, le contexte de cette nomination. Ensuite, pourquoi cette nomination n'est pas anodine. Et troisièmement, encore une fois, ce qui se profile derrière, d'un point de vue capitalistique, sur cette vente des actions de L'Oréal détenues par Nestlé. Voilà. Donc, on commence. Pourquoi est-ce qu'il y a un problème ? Parce que dans les règles de la Commission européenne, vous avez quelque chose d'assez standard, qui est que quand un commissaire cesse son activité, alors Breton a cessé un peu avant le reste de la commission von der Leyen parce qu'il a démissionné en voyant que, en gros, il n'avait aucune chance de se faire élire à la tête de la commission à la place de von der Leyen. C'était ce qu'il voulait, il n'a pas réussi. Il a démissionné avec fracas. Peut-être qu'il a démissionné aussi parce qu'il savait déjà qu'il voulait aller reprendre du service dans le privé. Et donc, une fois qu'on a démissionné, une fois qu'on a quitté la commission, il y a ce qu'on appelle une période de refroidissement de 2 ans, pendant laquelle l'ancien commissaire ne peut pas intervenir dans des activités en lien avec leur poste de commissaire. Ou en tout cas, ils ne peuvent pas le faire sans l'accord du comité déontologique de la commission. Et donc, M. Thierry Breton était commissaire à la politique industrielle, au marché intérieur, au numérique, à la défense et
j'ai oublié encore un truc. Donc il avait quand même un très très gros commissariat. Et évidemment, quand on rejoint Bank of America, on est en plein dans le problème de non-concurrence. Et donc, il ne pouvait pas prendre ce job sans demander d'abord l'avis du comité déontologique. Comité déontologique dont on trouve d'ailleurs pas beaucoup de traces en ligne, qui a rendu un avis positif en disant oui, bien sûr, tu peux rejoindre Bank of America, mon coco. On te demande simplement, s'il te plaît, de ne pas utiliser les informations stratégiques et confidentielles que tu aurais pu apprendre en tant que commissaire et de ne pas utiliser ton influence dans la commission pour servir les intérêts de Bank of America. C'est du délire intégral de venir répondre ça. Parce que la période de refroidissement, cette période de non-concurrence, qui n'est pas très longue, en soit de 2 ans, est faite justement pour éviter exactement ça, d'utiliser des informations qu'on a stratégiques forcément, quand vous êtes commissaire européen au marché intérieur, à l'industrie, à la défense, à l'espace, j'ai oublié le dernier, à l'espace et au numérique, vous connaissez 2-3 trucs. Que vous ne les mettiez pas, en plus de ça, au service de la deuxième banque mondiale américaine, oui, ça paraît normal. Surtout que vous ne pouvez pas vérifier. Vous n'avez aucun moyen de vérifier que Thierry Breton ne fait pas le commerce de cette influence. Et quand bien même vous pourriez éventuellement vérifier qu'il a essayé d'utiliser son influence au sein de la commission, quand vous voyez un petit peu comment des choses autrement plus grossières sont enterrées, je pense en l'occurrence à l'affaire des SMS d'Ursula von der Leyen qui s'amuse à négocier des contrats de dizaines de milliards d'euros avec Pfizer en 3 SMS et que elle vient même pas se présenter à son audience. C'est un scandale absolu. Donc, en soi, si vous voulez, cette période de refroidissement devrait automatiquement s'appliquer, mais non, tout le monde s'en fout. Donc là, vous avez un premier problème d'ordre moral qui est que vous ne pouvez pas faire appliquer des règles si vous ne commencez pas par vous les appliquer à vous-même. Donc, probablement que la commission n'avait pas énormément de crédit à vos yeux auparavant, mais vous ne pouvez pas avoir le moindre crédit quand vous marchez comme ça sur vos propres règles. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, Thierry Breton rejoint donc ce conseil consultatif mondial. Alors dans la presse, on dit que Conseil consultatif international. Non, c'est pas international, c'est mondial. En anglais, ça se dit Global Advisory Council. Qu'est-ce que c'est que ce bousin ? Alors ce bousin, c'est un truc qui a été créé en 2013 par le patron de Bank of America, dont je ne sais pas prononcer le nom, bref, donc je ne vais pas le faire. Et donc, il y a un conseil de 13 ou 14 personnalités, ou 15, enfin, c'est bref, personnalités mondiales de tous les continents, afin de donner des conseils, de pouvoir être consultés par Bank of America pour aider leurs clients tout autour du monde. Ce conseil consultatif se réunit 3 jours par an et, en tout cas dans le cadre de Thierry Breton, n'est pas rémunéré mais simplement défrayé. Donc on imagine qu'on lui envoie un jet privé ou un billet d'avion en première classe pour l'emmener à Hong Kong ou je sais pas où, dans une magnifique salle de réception d'hôtel 5 étoiles, je sais pas où, que là on met tout le monde autour de la table, on parle pendant une journée, puis à la fin, ou deux, une journée, puis à la fin on vous remet dans l'avion, on vous renvoie. Ce qui est déjà extrêmement agréable. Ça n'a absolument pas l'air d'être quelque chose qui puisse être véritablement centré sur le marché français ou même européen. Quand on voit ça, on se dit tout ça pour ça, en sachant, que j'ai oublié de vous dire, que Thierry Breton faisait partie de ce conseil de 2013 jusqu'à 2019. Donc c'est uniquement pour rejoindre la commission qu'il a démissionné. Donc il repart et il revient dedans. Donc il y revient, on pourrait se dire, mais pourquoi il ne peut pas attendre 2 ans, si c'est 3 jours par an à aller voler en première classe, manger des petits fours et discuter de la marche du monde avec d'autres gens qui
Qu'est-ce qu'il y a de stratégique là-dedans? Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas attendre? C'est quoi le problème? Et le problème est que Thierry Breton n'a pas été uniquement membre de ce Conseil consultatif mondial, mais il a été, l'espace de 9 mois, ce qui est une période à la fois très courte, mais pas tant que ça, directeur de Bank of America Securities France, c'est-à-dire le ex-Bank of America Merrill Lynch, la plus grosse filiale de Bank of America en France, la filiale de banque d'affaires, celle qui prend des commissions dans tous les gros deals de banque d'affaires. Mais ça change tout. C'est pas du tout la même chose que d'être défrayé pour aller manger des petits fours 3 jours par an pour parler des affaires du monde, ou d'avoir été patron pendant 9 mois de la plus grosse filiale française de Bank of America, encore une fois la deuxième banque mondiale. Ils ont une très grosse implantation en France. C'est pas du tout la même chose. Ça veut dire que vous avez des relations qui sont beaucoup plus fortes. Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai oublié de vous préciser dès le départ que ce qui m'a un peu mis sur le chemin de cette vidéo, c'est un tweet de quelqu'un qui me posait la question directement, dire mais pourquoi est-ce que Bank of America est en train de réembaucher Thierry Breton alors qu'il a fait perdre des dizaines de millions d'euros à Bank of America avec Atos? Mais pas du tout. Pas du tout. Alors, j'ai pas les chiffres, mais je serais extrêmement étonné que Thierry Breton ait fait perdre de l'argent à Bank of America. À mon avis, il leur en a fait gagner plein. Alors oui, en tant que créancier d'Atos, ils perdent de l'argent, mais ils en gagnent tellement via les commissions. Là, si j'avais le courage, il faudrait que je vous mette le passage du loup de Wall Street dans lequel vous avez ce passage où il dit « You take your hard cash fucking commission ». Les commissions, c'est ce qui fait tourner les banques. C'est le truc le plus important. Ça et les spreads, mais en tout cas, en banque d'affaires, les commissions. C'est-à-dire que en 2024, Atos, donc qui est au bord de la faillite, qui a une action qui vaut plus rien, qui aurait dû faire faillite dans l'absolu, Atos a dépensé 168 millions en frais juridiques, administratifs et financiers. 168 millions en un an. Il faudrait regarder sur toute la période depuis 2021 combien ils ont dépensé, mais c'est probablement 3 fois ça. C'est un truc de maboule, le fric qui est donné en commission. Alors, quand on regarde un petit peu toutes ces commissions, on entend surtout parler de Rothschild, de Ernst & Young, de McKinsey. Mais ce qu'il faut voir, c'est que Bank of America est un des teneurs de compte, un teneur de compte privilégié d'Atos. Teneur de compte, on dit plutôt bookrunner dans le monde financier qui adore les anglicismes. Et le bookrunner, c'est à chaque fois que vous avez des opérations qui impliquent des actions, de la dette, des produits financiers un peu hybrides, eh bien, vous avez le bookrunner, le teneur de livres, qui est en fait le bras droit de la société et qui va gérer toute l'opération, qui va aller derrière commanditer plein d'autres banques pour faire l'opération. Et c'est la personne la plus importante après la société elle-même dans ces opérations. Qu'est-ce qu'a fait Thierry Breton durant toute sa période chez Atos ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait une croissance à marche forcée. Il a mis Atos dans une situation absolument intenable en n'arrêtant pas de faire des acquisitions, des fusions, des machins, puis en revendant aussi. Et donc, il a généré des centaines et des centaines de millions de commissions, dont Bank of America, en tant que teneur de compte, de bookrunner de prédilection. Il était sur Worldline, ils sont dessus. Là, sur toutes les opérations de refinancement, ils sont en teneur de compte. Bank of America a gagné un fric pas possible grâce à Atos. Ils sont très contents, eux. Donc c'est vraiment très important de bien voir que vous avez une collusion absolument pas possible
Et qu'avec Thierry Breton, vous avez un professionnel de ça. Je voudrais, là, peut-être, je vous mettrai le lien en commentaire de cette vidéo et en description. Vous avez un tweet extraordinaire d'Amélie Ismaili, que je salue au passage, pour rappeler toutes les conneries qu'a pu faire Breton tout au long de sa carrière, avec Bull, où il a coulé Bull, après qui a été racheté par Atos, mais c'est pas grave. Il a participé, pardon, il était dans l'état-major, mais c'était pas le numéro 1. Il a participé à mettre Thomson en grande difficulté. Il a été un ministre de l'économie absolument désastreux. Atos, c'est devant nous, c'est là. France Télécom. Il s'est barré juste avant que la mise à exécution de son plan finisse par faire la grande affaire des suicides chez France Télécom. Il a fait un massacre chez France Télécom. C'est Thierry Breton, c'est un mec qui, si vous regardez facialement, n'a été que d'échec en échec en échec. Donc normalement, on dit, normalement, si vous avez d'échec en échec en échec, bon, à un moment, vous allez repiquer des tomates dans votre jardin et puis vous arrêtez. Mais non, mais pourquoi est-ce qu'il fait pas ça? Parce que pendant tout ce temps-là, il fait gagner plein d'argent à plein d'autres gens. Et sur Atos, qui a coûté une fortune aux investisseurs, les banques se sont gavées. Elles se sont surgavées. Et Bank of America, en tant que bookrunner, teneur de compte, en premier. C'est vraiment très important de voir cette relation qui date depuis très longtemps, au minimum depuis 2013, entre Bank of America et Thierry Breton, à la fois en tant que teneur de compte d'Atos, en tant que, pour Thierry Breton, membre de leur conseil consultatif mondial, machin, en tant que président directeur général de Bank of America Securities France, même si c'était que pendant 9 mois. Mais il ne faut pas oublier qu'au départ, c'était Sylvie Goulard qui devait avoir le job de Breton. Et c'est parce que Sylvie Goulard n'a pas a été refusée, n'a pas passé les auditions par le Parlement, que lui, il est arrivé, mais il n'était pas censé être commissaire européen. Donc c'est pour ça qu'il a lâché son job, c'est Bank of America, dans un claquement de doigts, alors qu'il était là-bas à peine depuis quelques mois. Donc voilà un peu le bonhomme qui est Thierry Breton, et voilà en quoi, en fait, c'est pas du tout anodin qu'il rejoigne Bank of America, parce qu'il y a une collusion extrême entre Bank of America et Thierry Breton. C'est pas uniquement 3 jours par an, simplement défrayé pour ça. Thierry Breton a gagné 50 millions d'euros chez Atos pour faire, mais rends l'argent, merde, 50 millions pour tuer Atos, quoi. 25 en salaire et 25 en stock, parce que bien évidemment, quand vous êtes au job où il sait quand il faut vendre ses actions. Pardon. Tout ça, donc ça c'est le passé. Mais donc quand vous avez un professionnel de la collusion comme ça, où est-ce que vous regardez où est-ce qu'il va pouvoir aller mettre en œuvre ces collusions dans ces prochaines années? Où est-ce qu'il va pouvoir? C'est ce que je vous dis, c'est la dernière partie de ma vidéo qui va pas durer très longtemps, parce que je vous ai déjà presque tout dit en intro, tellement le truc est énorme. C'est que donc vous avez historiquement ce grand pacte entre L'Oréal et Nestlé. Alors pour juste en 2 minutes, ce truc remonte aux années 80, fin des années 70, début des années 80, à un moment où il me semble que c'était Elf, oui. C'était Elf qui avait une filiale qui allait devenir Sanofi, parce que c'était déjà Sanofi. En tout cas, c'était avant que Sanofi rachète Aventis. Et en gros, Elf était en train de se lancer dans la chimie et éventuellement dans les cosmétiques. Et donc, vous aviez ce pétrolier, donc quand vous êtes un pétrolier, vous êtes dans la chimie, qui était en train de se dire, mais en fait, la cosmétique, le maquillage, c'est pas vraiment Claudia Schiffer, c'est pas vraiment, je sais pas de qui on parle aujourd'hui, c'est jamais que de la grosse chimie qui tâche, donc pourquoi est-ce qu'on pourrait pas aller dans ce truc hyper rentable qui est la cosméto? Et donc L'Oréal s'est dit, avec ces énormes pétroliers qui viennent sur mon domaine, il faut absolument que je me protège. Donc, on va faire une alliance avec Nestlé. Et deuxième raison de faire l'alliance avec Nestlé, c'est que en 1980, quand Mitterrand arrive au pouvoir, tout le monde balise comme c'est pas possible de se faire nationaliser. Et là-dessus, L'Oréal, la famille Bettencourt a été en avance de phase là-dessus. Ils ont dit, mais il faut
qu'on puisse interdire la nationalisation d'une boîte comme L'Oréal. Et donc, si jamais vous avez un Nestlé qui a 50%, parce qu'à l'époque c'était ça, hein, c'était des échanges, maintenant ils n'en ont plus que 20, mais si vous ne pourrez pas nationaliser comme ça, parce que c'est un gros actionnaire étranger, ça met tout de suite en place les relations diplomatiques entre les pays, tout de suite ça devient plus compliqué. Donc, vous avez historiquement ce partenariat qui est là pour protéger L'Oréal d'une nationalisation ou d'un rachat par Elf, enfin par la galaxie Elf à l'époque, qui s'était lancée dans la chimie et la cosméto. Enfin, pas lancée dans la chimie, parce que c'est encore une fois le pétrole, c'est de la chimie, mais il y a énormément de chimie, mais qui donc on est là-dedans. Et il se trouve que Nestlé et L'Oréal étant des machines à cash extraordinaire, ça a plutôt très bien été pour les deux pendant très longtemps. Et donc, vous avez un partenariat qui a permis de stabiliser et qui est probablement pas tout à fait pour rien dans le succès de L'Oréal, de pouvoir avoir cette sécurité capitalistique en plus des Suisses qui savent assez bien gérer ce genre de truc. C'est quelque chose, c'est probablement un coup de génie de la famille Bettencourt de faire ça à l'époque. Sauf que, y a un truc qui se passe à partir des années 2000 et encore plus après 2008, c'est la montée des grands fonds de pension américains. Et le fait que, encore une fois, aujourd'hui, 25% de Nestlé, c'est BlackRock, Vanguard, State Street. Bon, ces gens-là, à l'américaine, ils trouvent qu'il n'y a aucune raison qu'une boîte d'agroalimentaire soit en train de se diversifier dans la cosméto. Il n'y a pas de raison de faire ça. C'est de l'argent qui dort pour rien. C'est pas logique. Reprends le fric et utilise-le pour optimiser ton domaine de prédilection qui est l'agroalimentaire. Et donc, vous avez, depuis des années et des années, une pression qui est mise sur L'Oréal sur Nestlé, pardon, mais aussi L'Oréal, pour que Nestlé revende ses parts, se cède. Encore une fois, il y en a pour 40 à 50 milliards, c'est 20% qui restent encore de L'Oréal. Je dis ça parce que c'est tout ça, c'est des intérêts croisés de Maboul, et le L'Oréal est aussi actionnaire de Sanofi. Aujourd'hui, c'est un peu c'est tout ça, et c'est la grosse blague de cette espèce de qui mange qui à quel moment. Et donc, L'Oréal est un gros actionnaire de Sanofi. C'est L'Oréal qui avait permis à Sanofi de racheter Aventis à l'époque. Ce qui est très important, c'est que quand on a vendu Doliprane il y a quelques mois, Sanofi a vendu Doliprane, vous aviez là-dedans pas tellement de raisons pour Sanofi de le vendre, à part le fait que L'Oréal veuille commencer à générer du cash. Pourquoi générer du cash? Pour pouvoir racheter ses parts dans Nestlé. Encore une fois, c'est spéculatif, mais ça en dit beaucoup sur pourquoi est-ce que Sanofi aurait vendu un actif qui est dans son cœur de métier, qui était rentable, un peu moins rentable que le reste du groupe, mais vraiment pas beaucoup. Enfin, c'était pas du tout quelque chose qui n'avait pas de sens. C'est au contraire des trucs qui sont très stabilisateurs. Du Doliprane, vous allez en vendre des quantités industrielles pendant des années et des années, il n'y a pas de problème. Il n'y avait pas de raison de le faire, à part le fait que l'actionnaire veuille récupérer du cash et beaucoup de cash très vite. Le fait que ça ait été vendu à un Américain, c'est pas rien non plus. C'est-à-dire que normalement, quand vous avez des actifs stratégiques comme ça, vous faites un peu attention et vous donnez ça, si possible, plutôt à un actionnaire français ou au moins européen plutôt qu'américain. Surtout quand il est mieux disant. Là, ça a été aux Américains. Vous avez de la collusion, vous avez de l'influence là-dedans. Et à mon avis, ça, c'est un premier coup un coup d'épée pour voir un peu, tester. Et c'est la première vitesse dans cette grande affaire de 40 à 50 milliards pour racheter les 20% de Nestlé dans L'Oréal. Et évidemment, ces trucs-là sont éminemment politiques. Et un professionnel de la collusion comme Thierry Breton est quelqu'un qui a énormément d'importance dans ce genre de dossier, d'autant plus que ça se joue probablement davantage à Bruxelles qu'à Paris désormais, quelque chose qui est assez récent d'ailleurs. Je voudrais terminer par là. Je vous l'ai dit dès l'intro, c'est que
de faire un parallèle avec l'affaire Alstom. On a vendu Alstom contre les intérêts français, de la même manière que L'Oréal rachèterait ses parts dans Nestlé contre des intérêts français aussi. Alors, on est un peu moins stratégique parce qu'on n'est pas sur de la turbine de centrales nucléaires, mais quand même, à l'inverse, pour favoriser des intérêts américains et pour financer la campagne du prochain poulain de ces gens-là. Il ne faut pas oublier que dans la galaxie Macron, on a beaucoup entendu parler de McKinsey, mais il y a aussi Bank of America. Bank of America a été extrêmement présente dans le cercle d'Emmanuel Macron. Je pense notamment à Luc Rémont, qui était le patron de Bank of America en 2017. Au moment de l'élection d'Emmanuel Macron, et qui est désormais PDG d'EDF. Donc on lui a rendu la monnaie de sa pièce. Donc vous avez Bank of America est connu pour ses collusions. Encore une fois, on les a moins entendus que McKinsey, mais c'est pareil. Voilà, vous avez le cabinet de conseil et vous avez la banque d'affaires. C'est les deux faces d'une même pièce. Et vous avez là une affaire de gros sous où vous devez tenir le politique afin de pouvoir faire vos affaires tranquilles. En gros, c'est ça. Et après, une fois que vous faites vos affaires tranquilles, vous pouvez prendre sur les centaines de millions de commissions que vous générez dans ces affaires pour aller influencer une élection et pouvoir derrière utiliser vos affaires pour influencer le politique, puis le politique pour influencer vos affaires. Et vous avez le cercle qui pour eux est vertueux, mais qui pour nous est absolument vicieux. Et Thierry Breton est un professionnel de ces trucs-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre la carrière de Thierry Breton, qui facialement ne va que d'échec en échec, parce qu'il n'a fait que de détruire des industries françaises. En revanche, il a servi ce cercle de collusion des intérêts américains, en particulier avec Bank of America. Voilà ce qu'il y a derrière cette nomination, et voilà pourquoi il est absolument scandaleux que on permette à la fois, alors c'est pas très étonnant de la part du comité déontologique de la commission, mais que, en tout cas, on fasse pas un ramdam pas possible pour faire tout ce qu'on peut pour mettre en lumière ce scandale et les faire reculer. C'est pour ça que j'enregistre cette vidéo. S'il vous plaît, partagez-la. Il faut faire une chambre d'écho pour pouvoir, avec un peu de chance, mettre en lumière ça et les faire reculer, parce que ça marche. Donc je vous le demande vraiment, partagez, parlez-en, faites vos recherches.